Bien, bonsoir à tous et à toutes. En ce 26 janvier 2016, je voudrais remercier les membres du Centre de recherche Figura, Texte et Imaginaire de l'UQAM pour avoir co-organisé cette intervention. Véronique Nockert, ici présente, sa directrice, Bronia, Gina, et j'ai oublié votre prénom, qui fait la prise de son. Remercier aussi l'UNEC et la Maison des écrivains qui me permet d'intervenir ici, puisque à la suite d'un mouvement étudiant en décembre, il y avait eu un premier report et ensuite un événement familial personnel m'a obligé aussi à reporter une deuxième fois cette intervention. Je voudrais remercier aussi ici présent Bernard Beugnot et Serge Bernier avec qui j'ai eu la possibilité d'échanger sur nos poilus canadiens et je leur en suis reconnaissant. Ainsi que il n'est pas là, le hasard fait que Jean-Paul Pellegrinetti à Nice, qui m'a permis aussi d'aborder ces sujets dans un séminaire l'année dernière à l'université de Nice, lui-même fait une conférence ce soir même à Nice, enfin plus tôt dans la journée faisait une conférence à peu près sur la Première Guerre mondiale aussi. Et je remercie aussi les spécialistes de la caricature au Québec que j'ai consultés à l'occasion pour certaines des caricatures que je vais vous présenter. Dominique Hardy, Robert Herd, Mia Falardeau, de l'Observatoire de l'humour à Montréal. Et merci à vous, cher public, de vous être déplacé en cet après-midi, non pas glacial, mais mouillé un peu. Et donc, pour aborder un sujet qui est l'humour en guerre, finalement, 14-18, où la poilade des poilus canadiens, se poiler, c'est se marrer, c'est rigoler. Donc, c'est avec un sourire complice que je dédie ces réflexions aux Canadiens morts dans la Grande Guerre, mais aussi, j'ajoute, aux récentes victimes des fous de Dieu, ces barbares allergiques à l'humour, qui croient étouffer le rire des Parisiens et des dessinateurs de Charlie Hebdo. Alors, en guise de préambule, quelques précautions oratoires et quelques mises au point terminologiques. Alors, d'un point de vue éthique, dois-je justifier mon intérêt pour l'humour en temps de guerre? L'humour, pour certains, ne va pas de soi au lendemain de l'armistice de 1918 et aujourd'hui même, en pleine terreur de notre âge. Je répondrai que la question n'est pas peut-on rire de la guerre, mais peut-on rire en guerre, en état de guerre, ou alors peut-on faire état du rire en guerre? Et de façon plus polémique, le rire est-il une arme de guerre? Le fait est que face à la plus tragique des réalités, l'esprit humain réagit par l'humour. Passé l'horreur des bombes, des fusillades, l'humain se redresse dans un rire crâneur. Ils ne nous auront pas. Alors, du fond des tranchées, en 14-18, comme dans les rues de Paris, Stockholm, Bruxelles, Copenhague, l'humour est ciblé. Mais l'humour a ses humeurs. Il reprend le dessus sur la mort. De façon moins polémique, plus académique, voyons ce que dit le Littré de l'humour. L'humour, dit-il, est une forme d'esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects plaisants, insolites, parfois absurdes. C'est une définition assez large et assez généraliste. On pourrait se demander qu'en pensent les spécialistes. Alors je ne parle pas des commerçants du rire, ni de la marchandisation de la jovialité sur les plateaux de télé ou à la radio. Je voudrais me demander plutôt qu'est-ce que pensent les spécialistes de l'humour, qu'on appelle parfois les humorologues. Alors je résume grosso modo, quelle que soit la forme, les mécanismes, les régions de discours, les régimes de discours empruntés par l'humour, il y a l'humour textuel, l'humour visuel, l'humour sonore, quels que soient les genres voisins qu'on y croise, l'ironie, la parodie, la satire, le sarcasme, l'absurde, le nonsense, quelles que soient les couleurs de l'humour, on parle d'humour noir, d'humour jaune, même d'humour vert, rose, bleu, caméléon, et qu'il mène au rire ou se cantonne dans le sourire, l'humour repose sur une condition fondamentale, la complicité entre l'humoriste et son public lecteur ou auditeur. Je précise là où les complicités, ça renvoie au contexte énonciatif, comme on dit. Complicité culturelle, vous savez qu'il y a des humours nationaux. Y a-t-il un humour juif, belge, newfie, anglais? Y a-t-il un humour québécois? Nous verrons peut-être avec nos poilus.
Il y a des complicités aussi générationnelles. Humour des jeunes ou humour sur les jeunes, les quadras, les vieux, humour sexué aussi. Les jokes de gars, les beaufs, les jokes de filles, de gender en quelque sorte. Il y a aussi des complicités sociologiques. L'humour populo, l'humour bourgeois, l'humour aristo. Et puis il y a des complicités idéologiques, politiques, humour de gauche, humour de droite, etc. Et puis, que dire des handicapés de l'humour? Que dire de l'humour involontaire de ceux qui n'ont pas d'humour, qui refusent obstinément l'humour, qui prennent les armes contre l'humour et dont la pathétique carence humoristique a du moins la vertu de déclencher notre hilarité. Mais oublions nos barbus et revenons à nos poilus. Coq à l'âne, oui, c'est un peu la façon dont je procéderai en paraphrasant le titre d'un ouvrage dont j'ai tiré la caricature illustrant la présente conférence. Nous sommes en 1920. Joseph Lavoie et Moïse Martin, alias Oval et Rastus, publient le pamphlet Une unité canadienne, dont le sous-titre est Coq à l'âne, sérieux-comique. C'est donc sur un ton sérieux-comique que je vous propose d'aborder l'humour de nos poilus québécois à l'époque de la guerre. Après avoir rappelé les circonstances de l'engagement canadien et le contexte idéologique dans lequel s'expriment nos poilus, j'aborderai la question générale de l'humour en temps de guerre et la façon dont il se manifeste plus particulièrement chez 5 de nos auteurs. Alors cette réflexion s'inscrit dans le prolongement de mes travaux sur le récit de guerre de la Nouvelle-France à 1812, et elle figure le dernier chapitre d'une archéologie de l'humour au Québec, projet qui m'occupe depuis 2012. Alors je m'interroge aujourd'hui sur la façon bien particulière dont les Canadiens français, c'est ainsi qu'ils s'auto-désignaient à l'époque, dont ils ont témoigné de leur engagement militaire dans la guerre de 14-18. Et j'insiste sur la période même du conflit, c'est-à-dire les textes que des écrivains combattants, c'est-à-dire qui sont allés sur le terrain, ont publié en français entre 1914 et l'immédiate après-guerre 1920. Voici quelques-uns des titres que je vais couvrir. Alors qu'en est-il du corpus? Je dois sa découverte à Béatrice Richard, dont j'ai publié l'édition des Chroniques de Paul Caron, soldat mort au front en 1917. Béatrice Richard compte une quarantaine de récits à chaud édités entre 14 et 20. Mais elle n'en relève que 5 publiés en français. Elle commente, c'est un déséquilibre à l'image des divergences nationales de l'époque. Alors, outre cet auteur, Caron, qu'on voit ici, qu'on a publié récemment, Béatrice Richard mentionne aussi les écrits de Noël Chassé, qu'on a en haut à gauche, Henri Chassé, Claudius Corneloup, Arthur Lapointe, et j'ajoute à ce corpus la version française du livre d'Odette et Odette, et enfin le volume illustré de Joseph Lavoie, paru en 1920, Une unité canadienne. Alors que peut-on dire de la guerre sourire en coin, si je peux utiliser cette formule? En Europe comme au Québec, le centenaire de la Grande Guerre a donné lieu à une effervescence éditoriale qui a couvert tous les aspects du conflit, historico-militaire, diplomatique, sociopolitique, etc. Mon point de vue est plutôt littéraire. Au Québec même, les éditions Athéna n'ont pas attendu le centenaire pour documenter et analyser divers aspects de ce conflit, avec notamment Michel l'Italien et Stéphane Thibault. Il en est de même avec Serge Bernier aux éditions GID, sans oublier les travaux de Béatrice Richard, de Mourad Debabla, Marie Michaud et Karl Pépin. Ces deux derniers ont consacré des thèses sur ces récits de guerre en 2006 récemment. Alors, dans le flot de toutes ces parutions, un livre plus léger mais non moins instructif s'intitule « Le rire des tranchées, la guerre en caricature ». Il est dû à Mathieu Frachon et il expose la façon dont les combattants vivaient, mouraient, mais aussi, surtout, comment ils riaient de cette horrible guerre, tant dans le camp des Alliés que chez les Allemands. Au front comme à l'arrière, on se délecte des caricatures qui brocardent l'ennemi et qui dénoncent parfois aussi les lâches et les profiteurs de l'arrière. En France, ces dessins et leurs légendes illustrent des cartes postales, mais ils paraissent surtout dans des périodiques comme Le Rire Rouge,
ou alors la baïonnette et quelques autres moins connus comme le canard poilu, l'écho des marmites ou le hurlobus. L'Allemagne n'est pas en reste avec le Simplicissimus à Munich ou le Die Sape. D'un bord comme de l'autre, ces images railleuses et dégradantes ressassent tous les stéréotypes de l'ennemi. Ça peut être le Boche ou l'Alboche, qui est présenté de façon balourde, avec la soldatesque prussienne, le Kaiser handicapé. Mais outre-Rhin, les Allemands ridiculisent aussi le poilu français, qui est présenté mal équipé, dirigé par de vieux officiers valétudinaires, alliés ces officiers à des Anglais qui sont présentés comme très arrogants et filiformes, ou alors d'ambivalents Américains, profiteurs et marcheurs de canons. On les voit en équilibre instable entre l'Angleterre et l'Allemagne, et les représentations aussi donc des Britanniques. Aux journaux de propagande, feuilles de choux émanant de tels bataillons, ces papiers circulent dans les tranchées pour relever le moral des troupes et les distraire de la mort. L'humour comme arme de distraction massive, commente Mathieu Frachon. Mais face à la censure et à la propagande de guerre, qui entendent minimiser les pertes alliées en gommant par le rire les atrocités du combat, il y a aussi des journaux satiriques. Ah, on va retrouver des journaux satiriques comme le fameux Canard enchaîné, qui est resté enchaîné à l'image et qui ne plus bouger. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. Le Canard enchaîné date effectivement de la Première Guerre mondiale, et c'était des journaux qui, comme le Canard ou le Crapouillot, contournaient les ciseaux d'Anastasie, la censure. Je crois que j'ai d'autres, voilà. Voilà quelques exemplaires du Canard enchaîné, du tout premier Canard enchaîné, au moment où la censure, vous voyez, efface des pages entières et avec les mentions censurées, etc. Donc, ce genre d'ironie, de double sens, etc., permettent aux lecteurs d'oublier un petit peu la guerre, les gueules cassées, la peur et l'absurdité, etc. Ça va pour la France. Mais au Québec, que peut-on dire de ce que les spécialistes appellent l'image railleuse de la Grande Guerre? On la doit à l'illustrateur Joseph Charlebois. Joseph Charlebois, c'est un dessinateur prolifique qui publiait des caricatures dans La Patrie, Les Débats, Le Nationaliste, La Presse, L'Action de Jules Fournier aussi. En 1915, il fait paraître sur le thème Boche une vingtaine de dessins satiriques ciblant le Kaiser Frédéric Guillaume et ce qu'il appelle les bourreaux de la sublime Belgique, les ennemis de notre chère France, pour reprendre les termes de Charles Gilles, préfacier de la brochure. 2 ans plus tard, Charlebois livre aux éditions du Devoir une charge contre l'enrôlement forcé, la conscription. Triste dessin et légende triste. L'artiste y exprime le point de vue du petit peuple opposé au gouvernement fédéral, à l'establishment politico-financier et aux profiteurs de guerre qui ont entraîné le Canada dans le conflit. Citation, « Chair à canon, voilà ce que deviendront 100 000 jeunes Canadiens. » Et plus loin, autre citation, « Si les Australiens, les Sud-Africains, les Irlandais, les Hindous n'ont pas eu la conscription, pourquoi les Canadiens ?» Fin de citation. C'est le sort des petites gens qui émeut Charlebois quand il met en scène la ménagère ou la maraîchère, le vieux cultivateur privé de ses fils pour la récolte ou l'ouvrier canadien réfractaire. Plus loin, un patriote harangue les Canadiens, je cite, « Conscriptez les fils des gros faiseux de munitions et vous la tuez, la conscription. » Sur un ton encore plus sarcastique, le soldat Paul Caron évoquait les marchands de canons en les comparant à des rats. Alors parmi les cibles préférées de Charlebois, on relève le Premier ministre Robert Laird Borden, qu'on voit en haut du tonneau, là-haut. Le Premier ministre donc qui avait provoqué, avec sa loi du service militaire en 1917, des manifestations et même des émeutes au Québec. C'est aussi un
nôtre, c'est l'honorable Jorainville, Joseph Hormidas Rainville, qui était vice-président de la Chambre et grand amateur de golf, de pêche et de chasse. Charles Bois l'épingle en planqué médaillé qui hésite à s'enrôler, posant fièrement devant sa collection de trophées. Autre caricature, à gauche, vous avez représenté en vieille coquette au bras de Borden la conscription, qui suscite le commentaire désabusé de Jean-Baptiste, qui s'éloigne, Jean-Baptiste le Canadien, quand on pense qu'il veut me la passer, sous-entendu la conscription. Et enfin, parmi toutes les images, celle des Anglais, des Anglos pincés dans le tramway de Toronto avec la légende éloquente « Of course, we don't want conscription, but we'll let Quebec do the kicking ». Fin de citation. Quand Charlevoix donc, met en garde ses lecteurs contre les profiteurs de guerre qui amassent des fortunes, alors que le peuple paiera la taxe du sang, il exprime le point de vue d'un civil hostile à la guerre et il fait écho au sentiment de l'arrière. Mais qu'en est-il des caricatures provenant de militaires engagés eux-mêmes en Europe? Sauf erreur, la seule critique illustrée de la guerre par les soldats canadiens-français est en 1920 une unité canadienne dont je vous ai parlé, sur laquelle je reviendrai. Quant à la censure dont il a été question avec les journaux satiriques français, un fait curieux, elle n'est instaurée au Canada qu'en juillet 1915 et elle ne touche que peu la presse francophone qui, jusqu'à 1917, n'est pas concrètement inquiétée. Pour ce qui est du moral des combattants, c'est d'eux-mêmes que les auteurs de notre corpus usent d'autocensure et de distance humoristique pour atténuer la brutalité des combats. Et est-ce à dire que ces témoignages de nos combattants ne sont pas fidèles ou qu'ils ne sont pas véridiques? Ça, c'est la grande question, naturellement, de l'authenticité des témoignages et de la vérité du récit de guerre. C'est le livre de référence est celui de Casal, illustré par Jacques Tardy sur les fameux 500 témoins qui ont été retenus, avec toujours la question de savoir si les témoignages sont véridiques. Les textes que j'ai retenus sont publiés et diffusés au moment même ou juste au lendemain de la guerre. C'est que 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard, la mémoire de l'ancien combattant peut s'altérer. Et elle peut oublier. Le vétéran raconte alors, et il recourt à des sources secondaires, il est parfois tenté de rédiger des mémoires et de s'ériger une statue. D'où l'intérêt des textes dits de première main, écrits à chaud. Alors, si la proximité des faits ne garantit pas l'exactitude de la relation, elle est du moins le gage d'une certaine authenticité. La question de la vérité dans le récit de guerre donna lieu à de vifs débats quand Jean Norton Crue, qui avait combattu à Verdun, dénonça en 1929 de nombreux témoignages sur 14-18. Il les jugeait fautifs, mensongers ou exagérés. Pour ma part, j'entends par vérité la franchise et la spontanéité avec laquelle s'exprime le poilu quand il côtoie la mort, quand il la donne, quand il y échappe de peu. C'est de cette vérité qu'il s'agit dans les récits de guerre. Aux chercheurs, après, d'y démêler non pas le vrai du faux, mais les motivations profondes du témoignage de première main. Ainsi en fut-il en 1759 de la relation anonyme du siège de Québec par un magasinier témoin de la gabegie sous l'intendant Bigot ou des erreurs tactiques de sa propre armée. Ainsi s'appréciait 50 ans plus tard le récit du capitaine Vigée sur la guerre de 1812. Et que dire donc au siècle suivant du poilu et du piou-piou canadien qui relate sa guerre de 14-18. Chez l'un comme chez l'autre témoin de ces conflits, on a toujours la même ambivalence face à la patrie. Quelle patrie, justement? La même défiance entre la hiérarchie et les autorités coloniales, mais aussi la même compassion pour le monde ordinaire et toujours la même perspective de ce qu'on appelle une guerre vue d'en bas. Enfin, face à l'horreur, le même recours dans l'écriture à ces stratégies d'évitement, mais aussi de subversion que sont l'humour, l'ironie et le sarcasme. Alors nous retrouverons ces modes d'écriture, parfois poussés jusqu'à la caricature, dans les rares publications canadiennes-françaises publiées à l'époque de la Grande Guerre. En effet, malgré la gravité du sujet et l'horreur des situations, pour s'en libérer peut-être,
le narrateur parvient à en sourire. Observable dans de nombreux récits de guerre à l'époque, cette distance face à l'événement prend un tour particulier chez les Canadiens français d'alors. Qu'ils y soient engagés de plein gré ou qu'ils y étaient conscrits, la guerre dans laquelle ils sont plongés ne se fait pas au nom d'une seule et unique patrie, d'un seul et unique idéal. C'est un peu, pour certains, la guerre des autres. Le témoignage du sergent-major Claudius Corneloup illustrait bien la complexité des allégeances dans le corps expéditionnaire canadien. Mourad de Babla a bien cerné son profil. Alsacien de naissance et ancien légionnaire, Corneloup a combattu en Algérie de 1901 à 1905. Ensuite, il a émigré au Canada en 1908. Il s'enrôle en 1915 dans le fameux 22e bataillon canadien-français, où sa bravoure lui vaut plusieurs médailles. Dès son retour en 1919, Corneloup publie à Montréal l'épopée du 22e. S'il n'a pas hésité à s'engager dès 1915 sous la bannière britannique, ce Canadien d'adoption s'exprimera plus tard contre la conscription. Parlons de cette conscription. C'est que la campagne d'Henri Bourassa, directeur du Devoir contre la loi du service militaire, n'a pas manqué de cliver l'opinion publique entre partisans, majoritairement anglophones, et opposants, surtout francophones, au service militaire obligatoire. Voilà ce qu'écrit Henri Bourassa dans sa brochure La conscription. Je cite. « C'était déjà un abus de pouvoir que de décider sans le consentement de la nation de la participation du Canada aux opérations de guerre en Europe, en août 14. Rendre obligatoire le service militaire outre-mer serait un autre abus de pouvoir. » Plus atténuée, la position de Corneloup marque pourtant bien le clivage existant entre les allégeances à chacune des patries, le Canada, l'Angleterre, la France. Je cite Corneloup. Sur les 33 000 premiers volontaires à l'entraînement, il n'y avait pas un tiers de Canadiens français. Nombreux étaient ceux qui, malgré l'union sacrée, hésitaient à s'enrôler, soit qu'ils ne connussent pas assez la langue anglaise, ou qu'ils craignissent le retour des antipathies. Plusieurs aussi, ils étaient nombreux, profondément attachés à l'Angleterre, n'en étaient pas moins profondément demeurés français et ne demandaient qu'à partir au secours de la patrie de leur père. L'expression « la patrie de leur père » est importante. Dans ce témoignage, comme dans beaucoup d'autres, cette patrie des pères renvoie à l'ancienne métropole du Canada, bien avant la cession de 1763. L'allégeance officielle à l'Angleterre et au Dominion n'empêche pas la perpétuation d'autres fidélités. En 1418, dans l'Artois, dans les Flandres, dans la Somme, les héros canadiens de la Nouvelle-France hantent toujours la mémoire de leurs descendants du 22e régiment. Un exemple. Ces derniers ne furent-ils pas harangués par Wilfrid Laurier, qui s'opposera plus tard à la conscription, mais qui en 1914 participait aux assemblées de recrutement. Laurier rappelait alors la figure mythique de Dollard des Ormeaux à la bataille de Lonceau. Je cite comment il raccroche l'histoire de la Nouvelle-France à la guerre de 14-18. Lorsque Dollard et ses 17 compagnons partaient pour aller sauver la jeune colonie, ils savaient qu'ils ne reviendraient pas, et leur héroïsme grandissait dans l'espérance de la mort triomphante. Et il ajoute, si dans les veines des Canadiens qui comportent cette assemblée il coule encore quelques gouttes du sang de Dollard et de ses compagnons, vous vous enrôlerez en masse, car la cause est aussi sacrée que celle pour laquelle Dollard et ses compagnons sacrifièrent leur vie. Fin de citation. D'autres anciens héros canadiens-français seront appelés à la rescousse des recruteurs. Alors, c'est en jouant sur cette fibre que la propagande de guerre imagine cette affiche présentant côte à côte un fantassin canadien et un soldat français avec la légende « Canadiens-Français, enrôlez-vous, notre première ligne de défense est en France, le cœur de la France saigne, la voix du sang parle, n'oubliez pas, vous êtes les descendants des compagnons de Dollard, de Montcalm, de Lévis, les fils des vainqueurs de Châteauguay, reformez les régiments des voltigeurs de Salaberry. » Alors vous voyez que se trouvent ainsi curieusement associées des mémoires de passé militaire plutôt irréconciliables. On a les batailles de la Nouvelle-France contre l'ennemi héréditaire anglais, la défaite française des plaines d'Abraham, et en 1812, l'alliance à Châteauguay des bas canadiens avec les Britanniques contre les Américains. D'autres exemples de propagande permettent de cerner le contexte sociopolitique de l'époque, contexte, je le rappelle, sans lequel on ne peut apprécier les traits d'humour qui seront analysés plus loin.
À propos de la conscription, je note l'apparition en 1916 d'un curieux roman à thèse destiné à promouvoir l'engagement militaire des Canadiens français. Ça s'intitule Similia similibus ou la guerre au Canada, et c'est romantique sur un sujet d'actualité. On doit cette curiosité au journaliste Ulrich Barth. C'est un hybride entre fiction d'anticipation à court terme, dystopie, propagande militariste. Barth, imaginez-vous, imagine l'invasion de Québec par les armées prussiennes et le bombardement de la capitale nationale, Québec. Il s'agit d'une transposition sur le territoire québécois de la guerre alors en cours en Europe. Voilà quelques-unes des illustrations de son livre. Donc les mêmes atrocités frappent en 1916 la population de ce qu'il appelle le Gibraltar canadien, c'est-à-dire le Cap Diamant à Québec, et ça provoque la révolte des Canadiens, puis leur victoire contre les méchants Allemands. Ulrich Barth n'y va pas avec le dos de la plume pour sa première et sa seule œuvre d'imagination. Le titre renvoie au principe homéopathique similia similiabur curantur, traitons le mal par le mal, et donc la guerre par la guerre. Moralité, engagez-vous dans l'armée canadienne. Si le roman n'a pas connu le succès escompté en son temps, il présente aujourd'hui un triple intérêt idéologique, narratologique et iconographique. Alors qu'il s'agisse de l'affiche mentionnée plus haut ou du livre de Barth, la propagande pro-conscription joue sur l'entente cordiale entre les peuples fondateurs. Elle n'hésite pas pour cela à convoquer la bataille des plaines d'Abraham, où se sont battus à mort Wolfe et Montcalm, qui sont devenus par la magie révisionniste des pères de la nation canadienne. Mais l'exaltation de cette union sacrée en 1914 comporte encore d'étonnantes combinaisons mémorielles. L'une d'entre elles concerne Napoléon. Là, vous avez Oliver Asselin, qui s'était engagé dans l'armée, et qui se faisait appeler, qu'on appelait le petit caporal, en référence à Napoléon. Donc, Napoléon se retrouve, si vous voulez, et Napoléon qui pourtant est une figure exécrée par le Royaume-Uni, que fait Napoléon Bonaparte en 14-18 ? À plusieurs reprises dans l'itinéraire du 22e, Corneloup mentionne des lieux marqués par le passage de l'empereur français. Pour les Canadiens français de la Grande Guerre, la légende napoléonienne ou le mythe napoléonien ont la vie dure. Légende napoléonienne, c'est une expression que je reprends à Claude Galarneau. Quant au mythe napoléonien, c'est Serge Joyal qui emploie cette expression dans le livre qu'il vient de publier récemment sur Napoléon. Et on a tout le modèle de la grande armée qui a la vie dure. Ce qui est amusant, c'est que c'est celui que la propagande anglaise traitait dans les années 1810 de corsicain se voit un siècle plus tard érigé en exemple par un régiment placé sous le commandement britannique. Autre témoin québécois de la Grande Guerre, particulièrement attaché à la France et aux souvenirs de Napoléon, Paul Caron. Paul Caron, qu'on verra plus tard, et c'était un journaliste du Devoir, et il avait publié aussi au Nationaliste et à La Vérité. Et lui, il s'était engagé à 24 ans, non pas sous l'uniforme anglais, mais sous l'uniforme français de la Légion étrangère, parce qu'il ne voulait pas se battre sous l'uniforme anglais. Il voulait, si vous voulez, c'était un ardent nationaliste qui ne manque pas une occasion de fustiger l'impérialisme et le navalisme du Royaume-Uni au Canada anglais. Alors Napoléon n'est qu'un exemple de l'attachement des Canadiens français à la patrie de leur père. Plus touchants encore sont les témoignages de sympathie manifestés par nos poilus pour la population française dans son malheur et l'émotion qui les étreint quand ils débarquent sur les côtes normandes. Par exemple, Lapointe raconte le sourire épanoui des jeunes Havraises, des exclamations d'un gamin « Ce sont les Canadiens !» alors des cris joyeux, des hurrahs « Vive les Canadiens !» et nous de répondre « Vive la France !» Et un autre témoin, Henri Chassé, raconte « Vive les Canadiens !» criaient les beaux paysans. « Vive la Canadienne !» entonnait un de nos piou-piou. « Vive la Canadienne !» et ses jolis yeux doux. Alors le problème, c'est celui justement de ce clivage entre les Canadiens engagés dans l'armée avec plusieurs références, mais certaines de ces références que j'ai découvertes sont assez amusantes. C'est qu'il y a aussi des soldats qui se battent en 14-18 sous l'uniforme anglais, mais qui viennent du Dominium très lointain. Pour les Canadiens français fraîchement débarqués
en Normandie, dans les camps de Shoreham par exemple, en Angleterre. Cet accueil enthousiaste contraste avec le sombre séjour passé récemment dans le Kent ou dans le Sussex. Là-bas, au camp de Shoreham par exemple, le climat exécrable, le dur entraînement auquel ils furent soumis, les brimades des officiers britanniques et les mutineries sont relatées par le soldat Lapointe. Même les plus disciplinés, les plus loyaux et dévoués à la cause ne cachent pas leur aigreur contre les injustices subies. C'est le cas du soldat Lapointe en mars 1917. Alors ce malaise des Canadiens français vient essentiellement du fait qu'ils combattent pour la plupart dans des unités anglophones. C'est particulièrement le cas des francophones hors Québec. Le cas de l'emblématique 22e francophone est l'exception à la règle. Pour les autres francophones, il sera difficile de se regrouper pour constituer ces petites patries formées d'anciens pays, comme on disait, c'est-à-dire des compagnons de guerre provenant de telle ou telle région du Québec. Et on sait l'importance pour le moral du combattant de ces solidarités linguistiques, régionales, culturelles. Ces complicités permettent, tout autant que les rares correspondances avec la famille, d'endurer l'adversité, les blessures, la mort et de surmonter le découragement. C'est dans ce climat de camaraderie entre anciens de Montréal, de Matane ou d'ailleurs que se créent des complicités propices à l'humour, suprême catharsis pour les écrivains combattants. Une autre forme de solidarité s'observe parmi les soldats de l'Empire britannique issus des Dominions. Voilà quelques affiches de propagande ici australienne. On a un aborigène australien qui chasse le Kaiser. Vous avez une affiche de propagande américaine où on reprend King Kong naturellement, et une autre sur les Dominions en général, où nous avons les bêtes sauvages, les lions qui vont à la défense effectivement du Dominion et de l'Empire, etc. Ce qui est sûr, c'est quand on observe de près tous ces textes, il y a des liens qui se tressent entre des bataillons provenant de lointaines colonies de la couronne. D'une bataille à l'autre, les poilus septentrionaux du nord, les nôtres, et les piou-piou de l'hémisphère sud apprennent à se connaître et à s'estimer. Ils le font parfois sur le dos des Britanniques dont ils brocardent la suffisance. Alors, par exemple, quand en mars 1918, la 5e armée britannique du général Gough et la 3e du général Byng battent en retraite, les Canadiens manifestent leur contrariété en se moquant, je cite, des 2 millions de soldats anglais entraînés à frotter leurs boutons 3 fois par jour, à se raser tous les matins, à se nettoyer les dents à chaque repas. Fin de citation. Corneloup rapporte alors cette saillie des Canadiens français, je cite, « Les Anglais prétendent avoir sauvé la France avec leur morgue insolente, et ce sont tous les Dominions qui la sauvent. Avez-vous vu une attaque sans les Canadiens ou les Australiens, sans les Néo-Zélandais ou sans les Sud-Africains ?» Fin de citation. Plus loin, Corneloup évoque avec une certaine fierté pour son régiment 2 articles de journaux ennemis commentant une défaite allemande. Ça c'est intéressant, c'est un témoignage d'Allemands sur les Canadiens. Alors à propos des Canadiens, le reporter allemand parle, je cite, « des descendants de Français émigrés au Canada. Ils sont joyeux, humains, généreux comme les Français. D'ailleurs, la plupart ne comprennent pas l'anglais. Nos populations affamées, il parle des Allemands, ont une grande admiration pour ces soldats nés au souffle de la liberté américaine. » Voilà la représentation des Canadiens pour les Allemands dans ce reportage. Alors gardons à l'esprit cet arrière-plan historique et culturel et ces traits de mentalité pour mieux apprécier l'humour dont ils font preuve. Et voyons le cas particulier de Paul Caron. Paul Caron, ainsi qu'un autre aussi contemporain de lui, Oliver Asselin. Il n'est pas indifférent que Caron se soit engagé volontairement dans la Légion étrangère, comme je le disais, comme la plupart des Canadiens français, dont Oliver Asselin, qui s'était engagé sous l'uniforme anglais. Dans son fameux discours de janvier 1916, où Asselin justifie son enrôlement, le polémiste du nationaliste exalte l'exemple de Paul Caron. Asselin écrit avec une modestie que Caron put trouver affectée, je cite Asselin, « Nous tous, officiers, sous-officiers, soldats du 173e et du 150e, nous ne sommes pas dignes de dénouer les cordons de vos godillots, petits piou-piou de la Légion étrangère. Nous ne vous valons pas, héros des Flandres. » Fin de citation.
Alors, réagissant au discours d'Asselin qui instrumentalisait l'exemple de Paul Caron, le légionnaire Caron répond crânement en février 1916, je cite, « Je me bats pour la France. Les contingents canadiens servent l'Angleterre. Je sers la France. Les contingents canadiens bataillent pour l'Angleterre. J'apporte mon faible concours à la France qui lutte pour la défense de son territoire. Les contingents canadiens luttent pour l'agrandissement de l'Empire anglais. Dans les rangs de l'armée française, j'essaie de faire échec au militarisme prussien. Dans l'armée britannique, les contingents canadiens contribuent à l'expansion du navalisme anglais. Et il conclut « Je repousse avec une conviction égale ces deux formes d'impérialisme. » Fin de citation. Alors d'autres Canadiens ont gagné la France en service actif, mais sans s'illustrer dans l'infanterie, ni même sans rejoindre le front. Ils avaient intégré 2 unités médicales canadiennes-françaises dont Michel l'Italien a étudié l'histoire. Ces unités ont transité dans la région parisienne, à Saint-Cloud, à Joinville-le-Pont, à Troyes, entre 1916 et 1919. On y retrouve 2 des plus cocasses auteurs de notre corpus, Joseph Lavoie et Moïse Martin, dans une unité canadienne. On leur doit donc ce coq-à-l'âne sérieux-comique. Ce volume tient autant du florilège d'anecdotes humoristiques sur les dessous de la guerre que du règlement de compte en bonne et due forme. Il dénonce les actes ignominieux des mauvais officiers qu'ils disent avoir subis, et le sergent-officier Joseph Lavoie, sous le pseudonyme de E.I. Oval, va laisser libre cours à sa verve sarcastique. Il y a 162 pages illustrées de 20 caricatures cinglantes. Ces caricatures sont le fait d'un certain Erastus, en fin de compte c'est Moïse justement dont j'ai parlé tout à l'heure, Moïse Martin, et ce sont des caricatures qui visent essentiellement leur major, Georges-Étienne Beauchamp, qu'on voit là, et qu'on va retrouver dans toutes les caricatures, caricaturés comme son frère aussi, ils étaient tous les deux dans le haut commandement, si vous voulez, de cet hôpital qu'on appelait l'hôpital Laval à Paris, puisqu'il était constitué pour la plupart de médecins qui avaient été recrutés à l'hôpital de l'Université Laval à Montréal, cette université qui va devenir l'Université de Montréal plus tard. Donc, vous voyez, si Lavoie, sous le couvert de l'anonymat, se permet de telles libertés, les autres écrivains combattants de notre corpus signent des récits plus classiques sous forme de souvenirs de guerre. Alors c'est le cas de Chassé, de Lapointe, ou encore d'épopées pour Claudius Cornelu. Mais quelle que soit la forme narrative empruntée par ces témoignages, que leurs auteurs revêtent ou non l'uniforme britannique, une constante peut y être observée, le recours à l'humour et à la dérision, même quand il est question de la mort. C'est alors que l'humour se fait noir. On passe de la bonne humeur à l'humour sombre et à l'humour noir. J'ouvre une parenthèse sur l'humour noir. Rappelons en effet que la notion même d'humour noir a été conceptualisée à l'occasion de cette guerre par l'écrivain André Breton. Mobilisé à 19 ans en 1915, Breton n'est pas encore le chef de file du mouvement surréaliste. Le jeune Breton, qui était alors interne en psychiatrie, se lie d'amitié à l'époque avec l'écrivain Jacques Vacher qui a été blessé lors de l'offensive de Champagne. Breton était friand de ce qu'il appelait la plaisanterie féroce et funèbre chère à Jonathan Swift, à Alfred Jarry, comme à Jacques Vacher. Et Breton voit dans l'humour noir, je cite, une révolte supérieure de l'esprit. C'est dans ce climat de bouleversement géopolitique, mais aussi d'effervescence culturelle, que s'apprécie l'humour en temps de guerre, à l'époque de Dada et de la découverte de ce qu'on appelait la psychoanalyse de Freud. Freud que Breton va rencontrer en 1921. Alors en quoi l'approche freudienne de l'humour peut-elle nous éclairer sur l'esprit de nos écrivains combattants ? Excusez-moi. Alors, effet cathartique en lui-même, ou souci de ménager la susceptibilité des lecteurs, l'humour s'impose au scripteur. Il fait diversion. La triste réalité prend alors un tour plaisant dans le mot d'esprit. On se moque des bombes, des zeppelins, de l'ennemi,
dérision, autodérision, humour noir, autant de réflexes de défense ou de rébellion contre une mort programmée dont on se joue crânement. Mécanisme de défense contre la souffrance, le rire et le sourire qu'arrive à provoquer le témoin d'un fait tragique lui assure ce soulagement salutaire dont parlait Sigmund Freud 10 ans avant la Grande Guerre. Dans son classique Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, le père de la psychanalyse considérait ce qu'il appelait le déplacement humoristique comme un processus de défense. Et il concluait « L'humour peut être considéré comme la manifestation la plus élevée de ces réactions de défense. » Et de fait, on trouve dans les archives du musée de la guerre à Ottawa des photos de scènes de clownerie où les soldats se délassaient, se déguisaient, etc. Et chez tous nos soldats qui fêtent Noël au nez des Allemands et à la bouche de leurs canons, la gaieté ne perd jamais ses droits. Le tic-tac des mitrailleuses accompagne les festivités. Je cite, « Le tout assaisonné d'historiettes, de bons mots et de saillies de circonstances. » Pourtant, ajoute le légionnaire Caron, combien d'entre nous seront présents au lever de l'an 1916 ? Ce qui était peut-être une prémonition de ce qui attendait l'auteur, puisqu'il va tomber au front le 15 avril 1917. C'est cette clôture de la mort, pour reprendre l'expression de Roland Barthes, qui hante le récit de guerre et qui donne tout son sel à l'humour qui s'y déploie. Tous les textes de notre corpus témoignent de cette résilience du combattant par des traits d'humour, d'ironie et de satire contre l'ennemi, mais aussi contre ses propres supérieurs. L'apprentissage même de la mort, lors d'exercices militaires, donne lieu à des incidents très amusants, selon Henri Chassé. Chassé évoque ainsi, je cite, « les rôles tragicomiques à la fois macabres et drôles qu'on confie à des soldats pendant un combat simulé. Les anecdotes pleuvent sur les quiproquos des Tommies, c'est ainsi qu'on nomme les soldats anglais, les Tommies avec les paysans français, ou avec, par exemple, cette épicière qui ne comprend rien à la commande d'un officier britannique. Je cite, « Madame, voulez-vous me donner une boîte de sardines, un pain, des olives, du saucisson, une bouteille de vin, c'est pour la messe. » Pour la messe, répète l'épicière indignée, quel drôle de religion ils ont ces Anglais. Alors, on en a plusieurs d'historiettes comme ceci. On a aussi, dans Odette, on a un dîner complémentaire, c'est-à-dire une parodie de dîner. On se joue de la tiraille de guerre et de tous les engins de mort. Alors, dans ce repas, vous arrivez peut-être à lire, on voit, par exemple, qu'on sert des soupes aux bombes approuvées par la censure, de la farce à l'adjudant, des farcis d'éclats d'obus, des petits bois barbelés d'acier, des douceurs parfumées du Trocadéro et de la meringue en capsule d'ammoniac. C'est la référence donc, au gaz qui était employé aussi pendant ces guerres. Alors cet esprit moqueur à l'égard des officiers et des contraintes de la vie militaire se retrouve chez la plupart de nos auteurs et elle fait l'objet de constantes boutades chez Paul Claron, qui l'ironise sur le confort d'un camp, par exemple. Il est dans un camp dans la boue, il appelle ça la villa du pou volant, où il exalte la joyeuse camaraderie de ses copoilus. Et entre deux assauts, deux bombardements, il y a l'humour et la bonne humeur qui reprennent leurs droits. Il signale d'ailleurs un incident ou un événement assez curieux. C'est lors d'une fête de Noël, il y a des soldats polonais qui sont dans les rangs français de la Légion étrangère, mais il y a aussi des Polonais du côté allemand. Et ils s'entendent parler leur langue de part et d'autre des tranchées, et ils cessent de tirer, ils commencent à chanter des chansons de chez eux, et puis finalement ils baissent les armes, et ils vont fraterniser pendant quelques minutes, et ils vont repartir, et ils vont tirer ensuite. Ça, des exemples comme ça, il y en a eu plusieurs. Ce n'était pas des mutineries à proprement parler, c'était des scènes d'humanité finalement entre les combattants. Donc, par rapport à ce type d'humour, Lavoie et Martin, dans Une unité canadienne, sont beaucoup plus sarcastiques et leur position dans le conflit font de leur publication quelque chose de beaucoup plus hargneux, si vous voulez. Alors on passe de l'humour avec eux à la parodie et au sarcasme. Je reviens donc sur Une unité canadienne.
là-dedans, on a le registre parodique qui trouve une belle illustration dans ce qu'ils appellent une parodie d'une soirée de gala. Alors, c'est une soirée de gala où, là encore, ils caricaturent les frères Beauchamp, ils ont toujours leur cible. C'est une soirée de gala, je cite, à l'occasion de la Saint-Dieu béni, je serai démobilisé, sous le haut patronage et avec le gracieux concours de son Altesse déloyale, le prince héritier du royaume ne pousse plus. Alors, il se moque naturellement des autorités. Et en 1920, Lavoie et son acolyte attaquent de front l'institution militaire. Inspirés par leur tête de turc du régiment, les personnages de la distribution apparaissent littéralement ubuesques. Dans cet ouvrage à clé, on reconnaît aujourd'hui donc les frères Beauchamp et ils décrivent effectivement cette soirée de gala où ils se moquent des frères Beauchamp qu'ils présentent comme des Nérons abandonnés par leur armée, reniés par ses amis qu'il a toujours haïs. Désespéré, il se suicide en se tranchant la gorge avec une pelure de banane. Alors c'est l'absurde, c'est la parodie, le sarcasme, la farce, qui fait penser à cette autre farce énorme qui avait été commise 20 ans plus tôt par Alfred Jarry, Ubu Roi ou les Polonais. Toujours est-il que par la fantaisie et son goût de l'absurde, mais aussi par l'usage et l'abus du sarcasme, Lavoie et son illustrateur déplacent le récit de guerre vers le genre du pamphlet revendicateur. Alors que dire de nos justiciers masqués parce qu'ils publient sous un pseudonyme, et de leur guerre intestine? J'emprunte à Marie Michaud, qui a consacré une thèse en 2006 au témoignage de guerre, l'image des justiciers masqués, et je fais un clin d'œil à nos justiciers masqués de nos jours. J'emprunte donc cette image pour désigner ces anonymes de 14-18 qui dénoncent de l'intérieur certains abus du système militaire canadien et qui font état, en quelque sorte, d'une guerre dans la guerre. Michaud évoque à leur sujet le désir de rétablir la vérité, de défendre les humbles et de faire œuvre de justice. Entendant narrer les dessous de la guerre, Lavoie et Martin ciblent les hauts faits des mauvais officiers. Ce sont, dirait-on aujourd'hui, des lanceurs d'alerte avant le temps. Ce sont des écrivains qui essaient de dénoncer les exactions de leurs supérieurs et de leurs complices. Alors bien que l'auteur se défende de vouloir régler des comptes, la table est dressée pour la plus virulente des satires québécoises de la Grande Guerre. Je vous donne quelques-unes des images. Celle-ci est assez intéressante. Elle représente le tambour-major, c'est toujours la tête de Turc, Beauchamp, qui entraîne une fanfare écossaise dont la musique criarde ébahit les Français. Et pour ces derniers, les cornemuses n'étaient que des vessies de cochon ornées de 5 bâtons. Le fait est que de sérieux problèmes de gestion et de discipline existaient dans ces hôpitaux canadiens. Voilà encore une représentation de l'indiscipline et de la punition. Et l'intérêt de cette caricature, c'est qu'elle cible les officiers qui ont obtenu des décorations et qui s'en vantent, alors que, selon les auteurs, elles ne sont pas méritées. Ainsi, Georges-Étienne Beauchamp a été fait chevalier de la Légion d'honneur en avril 1918. Décoration qu'il arborait fièrement, si l'on en croit la caricature de Martin, à droite. Le colonel Moi, c'est comme ça qu'il l'appelle, Moi. Le colonel Moi y apparaît affublé du Reluquez-moi, qui est un projecteur de son invention. Une telle ironie à l'égard des honneurs usurpés n'est pas propre aux soldats, aux simples soldats. Lui-même commandant un bataillon, Olivar Asselin, n'est pas tendre pour le lieutenant-colonel Hercule Barré, qui par ses relations haut placées a obtenu lui aussi la fameuse médaille. Alors qu'en est-il du pseudonymat de nos justiciers? Il signait aussi donc Oval Erastus, il signait aussi parfois Joseph Canada dans la presse française. Ce pseudonymat n'a rien du faux fuyant ou de la couardise du dénonciateur anonyme qui se cache pour des motifs peu honorables. C'est au nom de la justice et de la vérité, rappelons-le, que nos amuseurs publics diffusent leurs pamphlets. Quant au masque du pseudonyme, il apparaît assez transparent. Au lendemain immédiat de la guerre, il n'était guère difficile pour les soldats comme pour les officiers démobilisés d'identifier les probables auteurs du coq à laine.
Ils étaient bien repérables 4 ans durant. Ces vedettes avaient dû se distinguer pour leur indiscipline et leurs sanctions encourues. Alors concluons sur l'humiliation justement des mauvais officiers, d'autres caricatures encore, l'humiliation des mauvais officiers et cette sorte de charivari militaire auquel ils se livrent. Au terme de ces remarques, donc sur les éclats du rire canadien, il convient de situer cette dernière aventure éditoriale de Lavoie et Martin par rapport aux autres titres du corpus. Je dirais que cette charge implacable des rodomontades militaires du capitaine Tartarin, comme il l'appelle aussi, a une fonction conjuratoire et cathartique dans la culture de guerre. Il faudrait à ce chapitre rappeler la vieille tradition de ce qu'on appelait le régiment de la calotte sous Louis XIV. C'était une tradition qui visait à faire justice de la renommée usurpée en la stigmatisant par le rire. C'était une forme de charivari militaire. Ce régiment de la calotte imposait des sanctions humiliantes aux fanfarons et aux officiers hâbleurs, comme l'explique Hervé Drévillon, qui y a consacré un travail. À la surenchère donc des vantards et des faux héros médaillés répondait le panthéon inversé des figures grotesques et des chansons satiriques. Ces pratiques contre les mandements à la sociabilité militaire restauraient l'honneur de l'unité concernée. Si cette vieille tradition remonte aux armées de Louis XIV, rien ne dit qu'elle n'eut pas cours chez les Britanniques. Qu'on songe à l'origine même de la caricature au Canada. Les images railleuses du général James Wolfe que le commandant George Townshend faisait circuler dans les rangs anglais en 1759 au moment du siège de Québec. Il y avait des caricatures de Wolfe faites par un officier britannique. D'ailleurs, Dominique Hardy y a consacré une très belle étude. Le fait est qu'une tradition analogue s'observait encore récemment au Canada. Spécialiste du Royal 22e Régiment, l'historien militaire Serge Bernier, ici présent, et je le remercie, me l'a confirmé encore tout récemment. C'était quelque chose qu'il a connu lui-même du temps où il était dans les rangs. Il apparaît donc que Lavoie et Martin n'agissaient pas dans le plus complet anonymat durant et au lendemain de la guerre. Alors pour conclure, l'humour de guerre n'a pas encore livré tous ses secrets. La présente étude n'a fait que lancer des pistes à partir des témoignages de quelques Canadiens pris dans la tourmente, soit sous le drapeau anglais, soit sous les forces britanniques. Si malgré la beauté des combats et les rigueurs de la discipline uniforme n'a pas éteint l'esprit moqueur de nos piou-piou, comme on les appelait, c'était une façon de désigner les poussins, les jeunes soldats, les piou-piou. On l'a vu, que le rire des tranchées est un réflexe de défense contre la mort. Ce rire n'est pas propre à nos combattants quand ils portent sur l'ennemi, mais il revêt toutefois un caractère particulier quand il se déploie au sein même d'un camp et en ciblant ses propres supérieurs hiérarchiques, sa propre communauté de référence, l'Angleterre pour nos Canadiens. En 14-18, la situation coloniale dans laquelle ils se débattent au Québec et l'ambivalence de leurs allégeances colorent l'humour de nos soldats d'une touche particulière, le noir. Je terminerai sur la page couverture le faux titre d'une unité canadienne. Regardez-la attentivement. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit l'auteur attaché au poteau avec le colonel Beauchamp qui va déclencher le tir, non pas de fusil, mais de badine. Vous savez que la badine est un instrument de l'armée britannique que tous les soldats ont à la main. Et donc il y a une sorte de retournement naturellement satirique de l'exécution pour insubordination, et avec en bas cette citation de Beaumarchais: je m'empresse de rire de tout pour ne pas en pleurer. C'est une forme d'humour noir qui s'expose, qui expose le Canadien français les yeux bandés au peloton d'exécution. Alors, quelle est la couleur de ce rire? Est-ce un rire noir? Est-ce un rire jaune? Est-ce que c'est la prémonition de ce qui attend les auteurs à l'apparition de leur pamphlet? C'est ainsi qu'à la façon, Lavoie et Martin réintroduisent dans le camp de son Altesse déloyale britannique la tradition française du régiment de la calotte. Alors sans y voir les précurseurs de nos Anonymous aujourd'hui, voués sur le web à la défense de la liberté d'expression,
force est d'admettre qu'Oval et Rastus agissaient bien en 1920 comme des lanceurs d'alerte et des redresseurs de tort. Notons aussi que, toute chose égale par ailleurs, Lavoie et Martin encouraient davantage le risque d'être découverts que nos actuelles communautés d'internautes sous leur masque à moustache et dans l'anonymat du cyberespace. Toujours est-il qu'avec leur humour plus glinçant que celui des Caron, Corneloup, Lapointe et Chassé, Oval et Rastus offrent à l'historien des lettres et des mentalités un utile complément à l'étude de notre Grande Guerre. Merci. J'ajoute